Hmm, J'entends ça. Parfait. Euh, OK, donc, partie, je l'ai faite hier. OK, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est ça, je ne vois pas votre main. Donc, ouais. OK. Donc, quelques petites notions. Juste faire attention qu'il y a plusieurs types de mélanomes et ils sont importants dans le traitement localisé. Nous, la majorité des mélanomes qu'on voit, c'est les mélanomes cutanés sans chronic sun damage. Donc, la majorité des gens viennent. Oui, c'est sûr qu'ils ont la peau un peu pâle, mais anyway. Et la majorité, ils tombent dans cette catégorie. Les autres, le acral et le muqueux, sont importants à checker les autres mutations. Donc, surtout dans l'acral ou dans le muqueux, vous pouvez envoyer une consultation en pathologie pour demander des mutations de ces kits. Des fois, on a accès à des imitateurs de kits. Le UV, il n'y a pas vraiment beaucoup de mutations et ils ne sont pas ciblables. Je ne vais pas rentrer dans les détails du muqueux, parce que c'est le seul pour lequel il faut juste faire attention. Attendez, je vais mettre la musique, là. Le seul que le traitement adjuvant n'est pas du traitement d'immunothérapie, donc il faut juste faire attention. Le traitement adjuvant, c'est du T-modal cisplatin. On pourrait en parler de ça une autre fois, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de données, mais l'adjuvant n'est pas de l'immunothérapie. Si jamais, quand même, on les teste pour du BRAF et le BRAF est muté, il y a quand même des données comme extrapolées de combien AD donc on peut donner, mais ces patients, c'est T-modal cisplatin. En métastatique, c'est une autre histoire. Le acral, Mais c'est la même chose. Élie, je Oui. pense qu'on devrait parler de toutes les, on devrait en CTC, tous les mélanomes de sous-type rare, là, je pense que ça devrait tout être discuté au Oui, oui, CTC, là, un certainement, peu comme, certainement. ouais. Oui, oui, oui. Mais c'est ça. Mais juste que de faire attention pour muqueux acral, à ce moment-là, les présenter à ce moment-là au CDCC. Et demander d'autres mutations. Parce que la slide est enregistrée, anyway. Donc, je vais parler de choses adjuvants, néoadjuvants. Une petite parenthèse pour les maladies localisées. Donc, on fait un ganglion sentinelle à partir d'un T1B, donc 1,8 et plus, millimètre encore. Les patients, ils disent, ah, mais c'est juste un millimètre, mais c'est vraiment beaucoup. On ne fait plus de lymph node dissection depuis l'étude de MLST, qui a été publiée depuis 2017. Donc, même si on détecte des adénopathies microscopiques dans les selles, on ne fait pas de dissection ganglionnaire. Le staging a changé. Donc, toutes les études ont été faites basées sur la septième édition, c'est pas la huitième édition. Donc, ouais, ici, on a du stade 3A, 3B, 3C, mais là, maintenant, on n'a plus du 3A, 3B, 3C, on a des 3A, 3B, 3C, 3D. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans les différences, mais il y a quand même des différences dans le stade 3. Ils les ont divisés un peu plus. Le 3A est devenu encore plus gentil qu'il l'était et le 3D est beaucoup plus agressif. Mais juste pour faire une parenthèse, le 3A, c'est des patients qui viennent avec des adénopathies de découverte occulte. Donc, ils n'ont pas palpé d'adénopathie. Dès que quelqu'un palpe une adénopathie, c'est un 3B et plus. Donc, si jamais vous voulez le savoir en gros comme ça, si jamais il y avait une adénopathie palpable ganglionnaire qui a été palpée, ça c'est 3B et plus. Les 3A, c'est des ganglions sentinelles qui étaient positifs ou des T1B, T2. Quand ils sont à T4A plus une antenne ganglionnaire, ça c'est 3C et plus. Le AJCC 8e, il inclut tous ces facteurs de mauvais pronostic pour établir la récidive. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Le but de traitement adjuvant, en général, nous, on veut toujours la survie globale, mais aucune étude à date a montré un avantage de survie globale dans les études adjuvantes. C'est toujours un avantage dans la survie sans récidive et la survie sans métastase à distance. Donc ça, c'est une parenthèse aussi qui est importante pour établir un peu ce qu'on va voir avec les néoadjuvants. Donc, en gros, l'algorithme est comme ça. Si vous voulez le voir en grand schéma, pour les stades 3A, 3B, 3C, 3D, les traitements qui sont disponibles s'il y a une mutation de BRAF, dabrafenib, trametinib pour un an basé sur l'étude Combi-AD, pembrolizumab pour 12 mois, incluant le stade 4 reséqué basé sur l'étude du SWOG, le S1404, puis le Keynote 54 qui incluait les stades 3. Le nivolumab, il n'a pas été testé dans le Checkmate 258. Il n'y avait pas de stade 3A, mais on l'extrapole quand même. Juste pour vous le dire, une parenthèse quand même. Pour les stades 2 à haut risque, le pembrolizumab, il est disponible, il est remboursé basé sur la Keynote 716. Le nivolumab Checkmate 76K, il n'est pas encore disponible. Les données sont exactement parallèles.
OK? Donc, si on veut faire ça un peu une histoire courte, les stades 3 et les stades 4 réséqués, donc on a trois options. Nivolumab, checkmate, pardon, 2,38, pas 2,56. 2,38, Keynote 0,54 ou l'étude du SWOG. On va voir là un peu la différence. Sinon, Combi AD, s'ils sont BRAF mutés, stade 3. S'ils sont stade 4 réséqués, c'est pas du dabrafénib tramétinib parce qu'il n'a pas l'indication pour les stades 4. Si vous voulez extrapoler, ça, c'est une autre histoire. Et à faire une parenthèse, je l'ai mis ici quand même, le checkmate 915, donc l'étude de hippie niveau en adjuvant était négative. Mais l'étude a été négative, il y a beaucoup d'hypothèses pourquoi elle était négative comparée au nivolumab, mais l'hypothèse la plus raisonnable, c'est que l'ipilimumab qui a été donné, c'était du ipilimumab 1 mg kilo Q6 semaines. Alors que dans les... c'est pas un protocole qui est utilisé dans le mélanome. Ils l'ont utilisé pour diminuer la toxicité, mais ils sont tombés dans le piège. Donc, l'étude est sortie négative. Et en tout cas, le BMS ont abandonné complètement cette stratégie en néoadjuvant. Et ils ont maintenant surtout la nouvelle formulation avec le nouveau IP qui s'en vient parce que Ipilimumab, ils perdent le brevet cette année. Et il y aura du biosimilaire. Pour le néoadjuvant, j'ai mis juste une petite parenthèse un peu, mais je vais glisser un mot un peu plus en détail parce que pembrolizumab, ils ont une étude de phase 2 randomisée, c'est pas une phase 3. Et Ipinivo, ils ont des études de phase 1 et de phase 2. Et il y a l'étude Prado qui est une étude que je trouve très intelligente. Et probablement la réponse à toutes les néoadjuvants, adjuvants, on l'aura à la fin de l'année dans une étude qui s'appelle Nadina, que je vais vous montrer le schéma. Donc, juste pour vous glisser un mot, parce que des fois, on se demande c'est quoi le bénéfice. Le bénéfice, quand on donne des traitements adjuvants, si on veut apprendre une seule valeur dans la tête, c'est euh, dans l'étude ici, dans le COMBI-AD, c'était le hazard ratio était 0,5, mais en général, on diminue le risque de récidive de 40%. Le hazard ratio de 0,6 dans les études d'immunothérapie, il se répète un par un. Ici, dans celle de COMBI-AD, le hazard ratio était 0,50. Donc ça, je l'ai mis ici, ça c'est benefit parce que moi, je suis pas fan de traiter beaucoup de monde pour bénéficier peu, mais malheureusement, dans l'adjuvant, on n'a pas de, on connaît pas qui bénéficie de quoi. Ici, les bleus, ça, c'est des patients qui sont guéris par une chimio seule, par une chirurgie seule. Et les oranges, ça, c'est des patients que n'importe qu'on leur donne, ils vont récidiver anyway. Juste le 3A pour vous montrer quand on prend les 3A qui dans toutes les études, ça, on prend les 3A et on les reclassifie selon la AJCC 8, toutes les courbes, que ce soit immuno ou thérapie ciblée, ils sont un peu parallèles. Donc, est-ce que c'est vrai que c'est après on divise avec un petit nombre, mais les 3A, tout le bénéfice est petit. Ça ne veut pas dire que moi je ne donne pas pour les 3A. Moi, je donne le traitement pour les 3A mais je reste quand même, est-ce que c'est convaincant ou pas? C'est pas vraiment convaincant et ça se répète d'une étude à une autre. Mais je le donne quand même. Mais anyway. Ça, c'était la survie sans métastase à distance pour le combi AD. Donc, les checkmates 238, je vais aller quand même rapide parce que je vais vous envoyer les slides, c'est des études anciennes et ça ne vous change rien dans la vie. Donc, le checkmate 238, l'étude comparative, c'était niveau et IP. C'était pas c'était IP placebo, juste faire attention ici, c'est placebo. Donc, niveau comparé à IP, le bras comparateur était un bras actif. Pour la simple raison, c'est que IP était à l'époque un standard de traitement et c'était 10 mg kilo Q4 dose, alors que nous, on utilise de 3 mg ou 1 mg dans le métastatique. Donc, la dernière mise à jour dans le checkmate de 38, ça, c'est le hazard ratio de 0,7 qui est rendu à 48 mois. Et dans le distant metastasis-free survival, c'est 3B, 3C, c'était de 0,8. Quand on rentre un peu plus dans les détails, ça revient à peu près la même chose. Donc, on diminue le risque de récidive pour les 3 et 4. Pourquoi on voit un hazard ratio qui est un peu plus petit? Parce que dans cette étude, deux choses importantes. Le bras comparateur était un bras actif et il n'y avait pas de 3A. OK? Ça, c'était c'est la publication depuis 2-3 mois. Il n'y a pas d'avantage de survie globale dans cette étude. Encore une fois, bras comparateur, c'est un bras actif. Et on revient à la même chose, les hazard ratios sont restés pareils. Mais si on veut donner des chiffres à nos patients comparés à un placebo, on leur donne les chiffres de 0,6 de hazard ratio qu'on voit dans les autres études d'immunothérapie. C'est qu'on diminue le risque de récidive en leur donnant l'immunothérapie de 40% à peu près. Après, vous pouvez rentrer dans chaque stade et leur dire lequel dans lequel, mais en gros, c'est vraiment ça. Keynote 54, c'était l'étude de Merck qui a été présentée par Alexandre Egermont. Donc, ici, c'était bras placebo et à la récidive, il y avait un unblinding et il leur donnait du pembrolizumab dans la compagnie. Donc, cette étude a été critiquée comparée à celle de Checkmate. Puis après, Merck avait déjà la réponse. Donc,
Ils ont donné 1 an de pembrolizumab comparé à placebo et c'est ça, c'était 0,56 de hazard ratio et la survie sans métastase à distance c'était aussi de 0,6 de hazard ratio. Donc, la réponse, elle venait de S1404. Ils ont comparé pembrolizumab à ipilimumab. Donc, c'est à peu près les mêmes résultats de CheckMate de 3,8. Donc, il y avait des patients au risque qui n'ont pas eu qui ont été donc 3A jusqu'à 4 opérés, qui ont eu pembrolizumab ou standard. Et à l'époque, la majorité ont eu du ipilimumab 10 mg kilo. Euh, la survie sans récidive en avantage pour le Pembro, il n'y avait pas d'avantage de survie globale. Donc, pembrolizumab est approuvé, même si vous voulez donner pour les stades 4 réséqués basés sur cette étude. Donc, ça, c'est l'algorithme pour les traitements adjuvants. OK? Il n'y a pas vraiment, je ne sais rien appris de plus. Pour les stades 2, pardon. Pour les stades 2, ça c'est les stades 2, donc ça c'est la population chez qui on donne le traitement, donc le Keynote 716. Je ne sais pas dans votre pratique combien de stades 2 vous voyez. Hier dans la communauté de pratique, j'ai parlé aux dermatologues parce que ce qu'on pense que ça arrive, c'est que les dermatologues, quand ils ont un stade 2, ils l'envoient au chirurgien, mais les chirurgiens l'oublient de l'envoyer en oncologie. Parce que moi, ça fait 2 ans, j'ai vu un stade 2. Je pense que Chris avait un stade 2 parce que je l'ai vu une fois où lui, il était absent. Mais je ne sais pas qui voit les stades 2. Les stades 2 sont quand même très fréquents, alors qu'on n'a pas autant de stades 2. Donc, au début, si quelqu'un veut parler, vous pouvez m'arrêter. Quand l'étude a été présentée, mais on n'était pas très convaincus pour la simple raison, c'est que les courbes n'étaient pas, c'est survie sans récidive, un petit peu, 12% de différence, mais oui, hazard ratio de nouveau à 0,6. Oh my God. De nouveau à 0,6. Mais par contre, les données à long terme, ça on voit les sous-groupes, les données à long terme qui ont été présentées qui ont été publiées depuis quelques semaines, l'avantage est quand même un dans toute la population, dans les stades 2B, dans les stades 2C et dans tous les sous-groupes. Et le hazard ratio est de 0,6 aussi, il se réplique dans tous les stades. Donc, ce qui veut dire, et ça revient à la même chose aussi pour la survie sans métastase à distance. Donc, oui, les traitements sont avantageux. Il y a un bénéfice qui est cliniquement significatif. Donc, on ne peut pas dire que nous, on n'est pas convaincus pour le stade 2 parce que c'est exactement ça. Et pour l'étude de checkmate de BMS, c'est à peu près, c'est exactement la même chose, mais ils n'ont pas encore le NOC. Donc, pour les stades 2, il est approuvé le pembrolizumab, il est disponible. À partir de hier, ce qu'on avait dit avec aux dermatologues, c'est que leur stade 2, quand ils les envoient au chirurgien pour leur faire le ganglion sentinelle, il y aura une consultation qui sera acheminée à nous en hémato-oncologie. Le néoadjuvant, pourquoi on donne du néoadjuvant? L'avantage, c'est parce que la tumeur est en place, on veut des antigènes, on veut avoir la réponse immunitaire, mais par contre, le problème, c'est que on a peur d'avoir une progression de la maladie et de perdre les patients en progression. Moi, personnellement, je ne pense pas que ça, c'est vraiment une peur. Moi, je pense que ça filtre les patients qui sont de mauvais pronostics. C'est sûr qu'au début, quand l'étude de IP a été sortie, il y avait un article dans le JCO qui est sorti avec la pseudo-progression et c'était, il y a beaucoup de pseudo-progression. On la voit pas vraiment encore plus souvent. Il y avait quand même quelques données avec le Pembro aussi pour la pseudo-progression. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas encore, mais quand même, on va voir un peu dans l'étude du SWOG, il y avait quand même une population de patients qui, les chirurgiens vont leur dire que si on va leur donner du néoadjuvant, ils risquent de sortir, de ne plus être opérés. Donc, l'étude du SWOG, c'est une étude phase 2. Ce n'est pas une étude de phase 3, c'est une étude phase 2 randomisée. Les patients étaient cliniquement résécables. Ce pas des patients qui sont limite résécables. Donc, ça, c'est important pour les NMP, pour que les demandes et pour les discussions de CDTC. Ça, ce pas des patients ils ont une énorme masse et si on va l'enlever, le patient va se terminer avec un énorme lymphœdème ou que le chirurgien, il dit s'il va l'enlever, il risque de lui couper le vaisseau ou quoi que ce soit. Ça, c'est des patients que le chirurgien a regardé et a dit, moi, je peux faire une dissection ganglionnaire et je peux leur enlever le primaire et je peux les guérir avec leur chirurgie. C'est ça la population. Donc ça, c'est important et ça a été discuté hier. Je ne sais pas si Justine est ici aujourd'hui, mais ça, je le répète encore une fois. Ces patients, le chirurgien s'est tenu devant eux et leur a dit, moi, je peux vous opérer. Donc quand il a dit ça, à ce moment-là, ils ont été randomisés pour avoir 3 traitements de pembrolizumab ou être opérés d'emblée, puis après poursuivre leur pembrolizumab jusqu'à un total de 1 an. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce groupe, mais dans l'étude, il n'y avait pas des 3A, c'était des 3B, 3C, 3D, encore une fois, basé sur la 8e édition. Pourquoi c'est ça? Pour la simple raison, c'est que, encore une fois, on revient à ce qu'on a dit avant. Dès qu'on a un ganglion palpable,
ça, c'est des patients qui sont déjà un 3B. Donc, c'est pour ça qu'ils ont inclus ces patients. Donc, ce pas des patients qui ont eu un ganglion sentinelle, puis sur le ganglion sentinelle, on a trouvé une lésion parce que ça ne fit pas dans l'étude. Ça, c'est des patients qui ont un ganglion palpable et plus. Ça, c'est les courbes sur lesquelles les gens se basent. Donc, la survie sans événement, c'est 72% comparé à 49% pour l'adjuvant. Donc, une diminution de 60% du risque d'événement. Événement, ça veut dire récidive locale à distance ou décès. Il n'y a pas d'avantage de survie globale. C'est important de mentionner que dans le bras néoadjuvant, il y avait 8% des patients qui, quand ils ont eu leur néoadjuvant, ils sont devenus non opérables. Donc, ça, c'est un chiffre que le chirurgien va dire à leur patient. C'est que moi, je peux vous opérer maintenant ou je risque, si je vous donne un néoadjuvant, 10% d'entre eux vont être perdus et ne seront plus opérables parce que leur maladie va progresser entre-temps. Sauf que, une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 11% des patients aussi dans le bras adjuvant qui, après qu'ils aient été opérés, leur maladie était déjà métastatique. Il n'y avait pas de différence entre les sous-groupes. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, pour les patients chez qui il y avait une progression radiologique, donc quand ils leur ont donné du néoadjuvant, ils ont eu une progression radiologique. À ce moment-là, 42 de ces patients, au fait, qui leur maladie a augmenté, 30 ont pu avoir une chirurgie. Les 12 patients qui font ce 8% qui ont progressé, ils n'ont pas été opérés parce que leur maladie a progressé. Donc, il y avait 3 patients qui ont progressé sans avoir de scan, donc ils ne sont pas dans ces analyses, et un patient qui a refusé des suivis et des chirurgies parce qu'il y avait une réponse complète. La réponse pathologique complète pour les patients qui ont été opérés finalement est de 21%. Rappelez-vous de ce chiffre, 21%. Donc, les toxicités, c'est les mêmes toxicités qu'on voit avec le pembrolizumab. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, je ne vais pas parler de ça, mais juste pour vous dire une affaire, c'est que les patients qui n'ont pas pu être opérés parce que leur maladie a progressé, c'est 12 patients parmi les 150, ce qui nous fait 8% des totales des patients qui ont progressé avant d'être opérés. Donc, ils ont eu du néoadjuvant, mais le néoadjuvant, finalement, la maladie a progressé. Moi, je pense que ça, c'est des patients qui ont été filtrés parce qu'ils sont des mauvais pronostics. Donc ça, c'était la conclusion des investigateurs, c'est qu'il y a 60% de diminution de risque des événements. On a 8% de patients qui ne progressent et ne seront plus opérables. Et après la chirurgie, il y a quand même 11% des patients dans le bras adjuvant qui deviennent métastatiques. Mais même dans le bras néo-adjuvant, il y a 6% qui deviennent métastatiques. Euh, et il n'y avait pas de données de OS. Donc ça, c'est la courbe. Maintenant, pourquoi c'est important de parler du néoadjuvant? C'est parce qu'on veut une réponse pathologique complète. Et c'est qu'il y a des quelques termes que vous allez voir au fur et à mesure du temps. C'est quelque chose qui s'appelle MPR, Major Pathological Response, qui est divisé en Complete Response ou Near Complete Response. Le Complete Response, c'est 0% of residual viable. Donc, vous recevez la patho, il y a 0 cellule tumorale. S'il y a entre 0 et 10%, en fait, ça, c'est la définition pathologique partout. C'est pas quelque chose que je invente, tout ça, c'est la réponse pathologique dans le mélange. Donc, 1 à 10%, c'est Near Complete Response, mais c'est inclus dans le Major Pathological Response. OK? Réponse partielle, c'est 11 à 50% de réponse, de réponse, de réponse de cellules viables. Ça, c'est la même chose, mais dans un tableau, si vous préférez le voir en tableau. Pourquoi c'est important? C'est parce que toutes les études de néoadjuvant avant l'année 2021 qui ont testé les différentes thérapies qu'on utilise, Ipi-Nivo, Nivo, Pembro, Nabrafenib, Trametinib, ils ont rapporté des pathological complete response. Ça, c'est pas des major pathological response, ça, c'est des complete response. Et tous, ils tombent dans la même chose, c'est que les monothérapies, en général, ils donnent autour de 20%, alors que la double immunothérapie, elle saute à 50%. Maintenant, on s'est excité. Ah, mais les thérapies ciblées, on a quand même un 50%. La réponse pathologique basée sur le traitement néoadjuvant qui est donné est différente en termes de pronostic. Pourquoi? Parce que quand on obtient une réponse pathologique qui est due à l'immunothérapie, cette réponse pathologique se traduit vers une survie sans récidive, alors que dans la pathological complete response, basée sur un traitement thérapie ciblée, ça ne se traduit pas. Pourquoi? Parce que plusieurs sortes de données euh, surtout en termes de réactivation du système immunitaire qui peut rester plus durable alors que les thérapies ciblées ne le donnent pas. Il y avait deux analyses et si jamais que vous avez envie de vous lire deux choses, c'est vraiment celle-là, une qui est opacine, néo et opacine. Je vais les résumer en termes de tout ça. Puis après, c'est une méta-analyse qui dit pourquoi la survie sans récidive basée sur ces affaires, mais je vous les ai résumées dans ces deux slides. Et je vous les résume, c'est quoi les deux études sur lesquelles on se base. Moi, j'ai donné la première fois du néoadjuvant à Joliette en 2018.
2018, 2019. Et en fait, c'est sûr que c'était pas du vrai néoadjuvant parce que c'était pas des patients qui étaient directement opérables. C'était des patients que le chirurgien se sentait pas à l'aise parce qu'il y avait des grosses adénopathies inguinales et la patiente avait pas envie d'avoir un gros risque de lymphœdème. Donc, je lui ai donné du Ipi-Nivo. Sur quelle raison je lui ai donné du Ipi-Nivo? Basé sur ces deux études. Donc, cette étude, ça s'appelle Opacine. Ce qu'ils ont fait, c'est des stades 3 avec des maladies palpables, donc 3B et plus, opérés directement, puis après, ils ont eu un adjuvant Ipi-Nivo ici, mais Ipi3 niveau 1, ou 2 doses de Ipi-Nivo néoadjuvant et 2 doses post la chirurgie. Opacine Neo, c'est 3 bras, des patients aussi qui étaient opérables. Donc, ils ont eu du néoadjuvant IPI1 niveau 3 ou IPI3 niveau 1 ou IPI niveau séquentiel. Pourquoi ça, c'est important? C'est parce que ça nous donne le taux de réponse pathologique. Ça, c'est le taux de réponse Major Pathological Response, 80%. Ce n'est pas la Complete Response. La Major Pathological Response, donc 10% et moins. Donc, ici, vous pouvez voir le fait de donner IP1 niveau 3 ou IP3 niveau 1, c'est la même réponse pathologique, mais la moitié des grades 3 d'effets secondaires. Donc, tout en sachant que dans le pembrolizumab, les taux de grade 3 et plus, c'est 10 à 14% dans toutes les études au niveau lumab, alors que dans la double immunothérapie, c'est 20 à 40%, dépendamment de la dose de IP que vous voulez donner. Ça, c'est les données donc, dans l'étude que je vous ai montrée. Donc, la réponse pathologique complète, la réponse pathologique, ça, c'est quand on obtient une réponse pathologique. Mais ça, c'est, sorry, Major Pathological Response. Et ça, c'est Non-Major Pathological Response. Et ici, quand on les divise, 0% de cellules viables, 0 à 10% de cellules viables, et ça, c'est les autres. Ça, c'est toutes les analyses, les pooled analysis de toutes les études d'immunothérapie avec les thérapies ciblées. Donc, quand on divise les thérapies ciblées et immunothérapie, on revient à ça, c'est que les néoadjuvants de thérapie ciblée ne marchent pas aussi bien que l'immunothérapie. OK? Donc, si on veut faire quelque chose, ben, la meilleure chose à faire, c'est de donner un très bon traitement en néoadjuvant qui va nous donner une réponse pathologique. Plus la réponse pathologique est approfondie, plus le pronostic à long terme sera magnifique parce qu'on veut que nos patients soient sur cette courbe. Maintenant, est-ce qu'il y a des nouvelles approches? Il me reste 2 slides. Est-ce qu'il y a une nouvelle approche? Ben, oui, il y en a plusieurs qui sont sorties, dont une étude qui s'appelle Neopele. Neopele, c'est l'invatinib pembrolizumab. L'invatinib pembrolizumab, on l'utilise dans l'endomètre, on l'utilise dans le rein. Ben, nous, on ne l'utilise pas dans le rein, mais on l'utilise dans l'endomètre. Il est approuvé dans le rein indisponible. Pourquoi c'est bon? C'est parce que ça essaye de. En fait, ce qu'on essaie de faire avec ajouter les anti-VEGF, c'est d'essayer de limiter ces fast progression. Donc, le disease progression de 8% que vous avez vu dans l'étude de SWOG. Donc, il y a plusieurs études qui sont en train d'essayer d'ajouter un anti-VEGF à ça. Pembro plus vibostolimab, ça c'est la même combinaison que Keyvibe 03 qu'on a le protocole, donc c'est le anti-TIGIT de Merck. Donc tout ça pour dire, c'est que la combinaison, quand on a une double thérapie, donc il y a quand même le relatlimab, on va en parler plus tard avec Carole dans le Metastatic Relativity 047, il a été testé déjà en néoadjuvant et le taux de réponse pathologique complète, c'est de 50%. OK? Donc, quand on double une double immunothérapie, on a une réponse pathologique qui est le double de ce qu'on donne quand on a une monothérapie. L'avant-dernière slide, Prado, c'est une étude qui est très, très, très sexy, qui j'espère qu'il y aura d'autres choses qui sortiront comme ça, parce que c'est une étude en fait qui a pris des patients qui sont stade 3B, 3C opérables, avec une maladie mesurable, et ils ont mis un harpon dans le ganglion qui va être resséqué, le ganglion qui sera resséqué. Ils ont donné 2 cycles de Ipi-Nivo, puis ils ont enlevé le ganglion. Quand il y avait de la réponse pathologique à l'intérieur du ganglion, il n'y avait plus de dissection ganglionnaire et ils ont suivi les patients comme ça. La réponse ici, est-ce que si on obtient une réponse pathologique, est-ce qu'on peut ne pas donner de l'adjuvant? Si jamais les patients ont partiellement répondu, ils leur ont enlevé tous les ganglions, puis ils les ont suivis. Ça ici, c'est pour voir est-ce qu'on a vraiment besoin de donner un traitement d'adjuvant si on obtient une réponse pathologique ou pas. Puis les patients qui n'ont pas répondu du tout, ils leur ont fait une dissection ganglionnaire, puis ils leur ont donné 1 an d'immunothérapie. OK? Donc ça, c'est les courbes de toute la population, survie sans récidive, survie sans métastase à distance. Mais ça, c'est la courbe qui est importante. Quand on obtient une réponse pathologique complète, donc, ou Near Pathological Response, donc le MPR, Major Pathological Response, les patients ont plus que 90 à 98%, donc de tendance que leur maladie ne revienne pas. OK, ça, c'est les pathological ou near pathological. Alors que quand leur maladie est encore présente,
même si c'est assez des petits nombres de patients. Tout ça pour dire, c'est que les patients qui n'obtiennent pas une bonne réponse ou une réponse pathologique complète, cette étude, en leur proposant un traitement adjuvant de 1 an de nivolumab ou d'abrafenib trametinib sur le BRAF illimité, à ce moment-là, ces patients, on peut rattraper leur réponse ou améliorer un peu plus leur survie. C'est sûr qu'il n'y a pas de bras comparateur où les patients n'ont pas eu de néoadjuvant, et ça aurait été ça qu'on voulait savoir. Est-ce qu'on donne du néoadjuvant ou est-ce qu'on donne seulement du adjuvant? Et ça, c'est en fait le résultat qu'on va avoir dans le futur qui va répondre à toutes nos questions. Pour les stades 3 qui sont opérables, est-ce que si on les opère et on fait une dissection ganglionnaire et on leur donne 1 an d'immunothérapie, ils seront comparés à 2 doses de ipi-nivo en néoadjuvant avec ipi-dose fixe, puis ils vont avoir une dissection ganglionnaire. S'ils vont pas, s'ils vont avoir une réponse pathologique complète, c'est surveillance. S'ils vont avoir une réponse pathologique partielle ou pas, ils vont recevoir ou bien 1 an de nivolumab, ou bien s'ils sont BRAF mutés, ils vont avoir 1 an de dabrafenib trametinib. Donc, ils seront comparés à notre standard qu'on fait ici en général actuellement, c'est chirurgie plus 1 an d'immunothérapie. Donc les résultats vont sortir à la fin de cette année, ça nous donnera la réponse. Donc, juste pour vous résumer, une maladie opérable d'emblée, ça, c'est du néoadjuvant. Ces patients, ce qu'on a parlé hier en comité de pratique, c'est l'étude du SWOG, la phase 2 de pembrolizumab. Il faut qu'il soit présenté au CDTC et il faut qu'on fasse une demande de NMP si on veut donner du néoadjuvant. Par contre, si votre patient ou patiente n'est pas opérable d'emblée, c'est pas une NMP, ça, c'est des patients qui ont une maladie localement avancée. Maintenant, est-ce que vous voulez leur donner un traitement par monothérapie, une double immunothérapie et puis un niveau 3 pour espérer d'avoir le 50% de réponse pathologique complète? Moi, je suis fan de IPI niveau pour les réponses pathologiques complètes qu'on a et je donne IPI 1 niveau 3 basé sur les données que je vous ai présentées. C'est ça. Élie, Oui. tu as dépassé mes ambitions. Est-ce que tu vas avoir quelque chose à présenter le 22? Oui, oui, inquiète-toi pas, j'ai beaucoup de choses toujours des choses à présenter. D'accord. Oui. Mais là, est-ce que c'est moi qui ai le mauvais lien ou on est encore sur la version 2019 du guide de protocole pour les mélanomes? Moi, je n'ai pas mis le guide à jour, donc tu es toujours sur l'ancienne En version. fait, il avait été présenté par Kim il y a quelques années, mais le guide n'avait pas été mis à jour suite à sa présentation. C'est pour ça que c'est celui de 2019 qui reste.